On dit souvent que le silence est d'or, mais pour certaines femmes, il est un poids qui étouffe. Aujourd'hui, pour le premier épisode de Inspire 69 Story, nous levons le voile sur un tabou, l'avortement clandestin. Elle a décidé de nous ouvrir son cœur, de nous parler, de nous raconter son histoire pour que son passé ne soit pas le futur d'une jeune fille. Elle s'appelle Cathy Larry et elle nous livre son histoire sans phare et sans jugement. Bonjour, je suis Cathy Larry, écrivaine ivoirienne. Je suis à Inspire 69 Story pour vous raconter mon histoire. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre histoire. Nous allons parler de quelque chose que vous avez vécu il y a, je pense, 21 ans en arrière. C'est exact? C'est exact. Nous allons parler de l'avortement. Peux-tu nous ramener au moment où tout a commencé? Qui étais-tu à cette époque? Et quelle était ta situation? Effectivement, il y a quelques années en arrière, beaucoup d'années en arrière, j'ai dû pratiquer ce qu'on appelle l'avortement clandestin. Et ça se passait très, très bien en famille. J'étais une jeune fille scolarisée. On venait d'aménager dans la ville d'Abidjan et bien avant, j'avais rencontré un jeune homme avec qui on avait décidé de faire chemin ensemble. Pourrais-tu nous parler de ta relation avec cette personne et comment vous voyez-vous à ce moment-là? À l'époque, nous étions tous les deux jeunes. Nous avons les étoiles pleines dans les yeux. Nous avons des objectifs bien précis. Ça veut dire faire un bout de chemin dans tout le respect possible. Et c'est au fil du temps que les choses ont changé en fonction des objectifs de mon compagnon de l'époque. Je ne vais pas appeler ça mon compagnon, mais mon copain plutôt de l'époque. Voilà. Et puis tout a basculé lorsque la grossesse est arrivée. On pourrait savoir qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous étions très jeunes. Il s'est passé qu'il avait des études et moi j'étais scolarisée. Lui, il était tout nouvellement arrivé à l'université. Moi, j'étais encore au secondaire. Et il s'est passé que la situation familiale de son côté et de mon côté n'était pas possible pour avoir un enfant. On était très jeunes à l'époque. Te souviens-tu du jour précis où tu as compris que quelque chose avait changé dans ton corps? Oui, j'ai été très malade pendant plusieurs semaines. Et des symptômes un peu qu'on connaît, hein, des grossesses aujourd'hui on connaît, puisque j'ai pris de l'âge. Et ces symptômes-là persistaient malgré, au départ, je pensais que c'était la malaria, le paludisme. Puis après, au fil du temps, j'ai constaté que c'était des symptômes qui ne disparaissaient pas. Et puis, ben, j'ai découvert que j'étais enceinte par d'abord le manque de mes règles. Puis après, un test qui s'est avéré positif, hein. Comment ton copain de l'époque, ton compagnon de l'époque a réagi face à l'annonce de la grossesse? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde ou c'est parti en cacahuète? Je dirais, c'est quelqu'un d'assez réservé comme personne, respectueux aussi, mais il n'avait pas confiance en moi à cette époque-là parce que je vivais dans une commune, on dirait, populaire. C'était une commune qui était stigmatisée de personnes avec d'entourage facile. Donc j'ai été, je vais dire, jugée par rapport à ça. Puis lui, il a eu un doute parce qu'on a pratiqué ce qui est tabou aujourd'hui. Bon, moi, j'en parle facilement dans mon ouvrage. Et on a pratiqué ce qu'on appelle le coït interrompu qui n'a pas fonctionné à ce moment-là parce qu'il était, lui, jeune et moi aussi jeune. Donc voilà. Et sa réaction face à l'annonce de la grossesse? Il avait un doute. Il a, il a dit que c'était pas possible. Ça, c'était son... Comment c'est possible? C'était ses mots. Puis après, ben, il a demandé à ce qu'on trouve une solution parce que ses parents et mes parents, on était très jeunes, donc c'était pas possible autrement. Donc, on a pensé à faire ce qu'il fallait. Moi, je lui ai dit que c'était pas bon, ma position familiale ne me permettait pas de pouvoir vivre comme ça. Et lui aussi, donc il a participé à ce qu'il devait participer financièrement. Et puis, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a vraiment poussé à choisir l'avortement plutôt que de garder l'enfant? C'était le simple fait, le doute.
Le doute qu'il avait au départ sur ma personne parce que, bon, pour commencer, c'était ma première relation, si j'étais sa première relation aussi et c'est le simple fait qu'il a douté, de cette relation-là, de ce qui s'était passé, qui m'a confortée dans mon idée que c'est pas la bonne personne parce qu'une personne normalement, peu importe ce qui arrive, qui sait qu'on a démarré ensemble, elle doit savoir que, voilà, il y a des responsabilités lorsqu'on pratique, le coït interrompu. Peut arriver on peut tomber enceinte. Il m'a dit qu'il était jeune, que c'est pour ça qu'il avait réagi comme ça. Mais moi, en tant que jeune, j'ai dû assumer, j'ai dû subir en tant que jeune femme, plus jeune que lui. À l'époque, j'ai dû subir et assumer ça toute seule. Comment votre compagnon de l'époque a réagi face à l'annonce de votre grossesse? Est-ce qu'il était sur la même longueur d'onde que vous ou c'était autre chose? À l'époque, lorsqu'il a appris que j'étais enceinte, il n'a pas réagi de façon positive, puisqu'on était tous les deux jeunes. D'abord, il m'a demandé comment c'est possible. Parce qu'il avait, fait ce que j'appelle le coït interrompu. Donc il m'a mis en doute, il a mis, ma parole en doute. Donc moi, le simple fait qu'il avait mis ma parole en doute, ça m'avait déchiré le cœur et je me posais la question: comment il a mis cette parole en doute? Simplement parce qu'il avait des a priori dans le quartier dans lequel je vivais. Donc, c'est justement ces jugements-là qui m'ont poussée et qui m'ont permis et d'avoir la force de faire, ensuite, ce que j'avais fait, l'avortement clandestin. Et pourquoi avoir choisi la voie clandestine au lieu de plutôt en parler autour de vous? Parce que j'étais dans une famille, effectivement, ça se passait un petit peu bien, mais je vivais avec, ma mère et à l'époque, mon beau-père, que je considère comme mon papa, parce que c'est lui qui a fait pratiquement tout pour moi. Et ça se passait pas très bien à l'époque. On était sur un terrain un peu glissant, voilà. Donc, à l'époque, si je ne devais pas avoir droit à l'erreur et pour moi, il n'y avait pas un autre moyen et plus lui qui faisait des études, il fallait pas que sa famille découvre ça. Donc la situation était que je devais prendre, moi-même le coup et toutes ces responsabilités, sur le dos. Raconte-nous avec tes mots l'ambiance. Est-ce que tu as ressenti au moment de l'avortement? Je ne le souhaite à personne. Et j'espère que, il y a des structures qui sont vraiment mis en place pour essayer de cibler, ces genres de cliniques, je vais dire, qui pratiquent, ce genre d'avortement. Parce que le personnel n'est pas forcément formé et souvent même c'est pratiqué pas par des médecins, pas par des spécialistes, mais par des infirmiers ou des aides-soignants. Donc ce moment-là, c'était un moment, pour moi, je vais dire, grave parce que j'étais entre la vie et la mort. Et j'ai failli vraiment, j'étais à 2 doigts de mourir. Ça m'a transformée, ça a transformé ma perception, de l'homme, mes relations, mes rapports avec, les hommes et ça m'a rendue beaucoup plus sévère et plus dure. L'avortement était fait. Tu pensais que ton secret était bien gardé, n'est-ce pas? Mais comment ça se passe avec les parents? Comment les parents découvrent la vérité? Voilà, donc du coup, comme j'étais beaucoup malade lorsque j'étais enceinte au départ et que j'ai pratiqué l'avortement, 5 jours après, ma mère, elle vient toquer à la porte de ma chambre et elle me dit: «Qu'est-ce que t'as? Je te trouve malade, je te trouve couchée, je te trouve tout le temps pas bien, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis: «J'ai rien, j'ai juste, le palu», comme ça que je dis: «C'est rien du tout». Puis après, ma maman, elle m'a dit: «OK, comme c'est le palu, on va aller vérifier parce que je trouve que c'est quand même étrange que tu es tout le temps couchée. Donc on ira tôt le matin, à 4 heures du matin, tu te lèves, tu t'apprêtes, on part à l'hôpital pour faire un test». Du coup, on arrive à l'hôpital de Marcory à l'époque. Ma mère et moi, on fait, le test, de grossesse. Il s'avère que le test de grossesse reste positif. Chose que j'ai compris bien plus tard, c'est que lorsqu'on pratique, un avortement, vu que les hormones de grossesse sont toujours, encore actives dans le corps tant qu'on n'a pas eu ses prochaines règles,
lorsqu'on fait un test, ça sort toujours positif. Donc ma mère a su à ce moment-là que j'étais enceinte, mais elle ne savait pas que je venais il y a 5 jours en arrière de pratiquer un IVG clandestin. Quelle a été la violence physique ou émotionnelle euh, de ce moment de confrontation avec ta famille? J'ai lu dans le regard de ma mère une grosse déception et parce que ma mère, elle venait de rentrer dans un foyer où je n'avais pas droit à l'erreur et donc j'ai lu, dans le regard de ma mère une grosse déception et c'était comme si elle disait que tu avais tout gâché. À part votre mère, il y a eu d'autres réactions, l'entourage, votre père, des Oui. oncles, des tantes et autres. Oui, effectivement, j'ai eu, mon beau-père, mon papa, qui, lui, qui a demandé carrément que ma mère trouve une solution, donc qui a demandé à ce qu'on trouve, on appelle l'auteur de ma grossesse, chose que j'ai traînée quand même pendant plusieurs jours parce que je ne voulais pas justement que mon copain de l'époque, sa famille soit informée parce que il avait autant peur de son grand frère qui était comme une figure paternelle pour lui. Il avait aussi peur de la réaction de sa famille puisque lui, il était venu comme étudiant ici, à Abidjan. Donc, il fallait surtout pas que ça soit dévoilé. Donc, j'ai eu la réaction de mon papa qui a demandé de trouver l'auteur de ma grossesse. Donc, ça a suscité ma mise hors de la maison. Donc, j'ai dû aller chez ma tante Heu, en premier lieu à Bingerville qui m'a accueillie et je suis restée là-bas jusqu'à l'arrivée, de mes menstrues que j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Maman, voilà, j'ai mes menstrues finalement». Elle m'a dit: «OK, tu peux revenir, mais d'abord, j'ai perdu quand même, des quelques jours de scolarité». Ça, c'était le premier mon premier échec par rapport à mon année de scolarité pendant que je suppose que mon copain de l'époque, tout se passait bien pour lui. Il était, scolarisé correctement. Il y a eu certainement des conséquences immédiates avec tes relations, euh, avec tes proches, les relations que tu as avec tes proches, la perte de confiance. Ouais. Oui, ma mère n'avait plus le même regard qu'elle avait sur moi avant et c'est rentré dans des conflits. J'ai commencé à me rebeller à la maison parce que voilà, ça n'allait pas et vu que j'ai connu, je vais dire, le dehors, je vais dire comme ça, à cause de la situation. Donc, j'ai commencé à être un peu plus rebelle et ça a impacté sur les liens que j'avais avec ma maman. Puis, après ça, j'ai commencé à voir la vie autrement. Mon copain, lorsque ça a été fait, il n'était pas au courant que j'étais partie de la maison. Mais lorsque je suis revenue, il est revenu près de moi et puis la relation n'a plus été comme avant. Parce que dans ma tête, c'était lui le responsable, c'était lui le coupable, parce que voilà, je lui avais demandé de faire attention. Puis donc ça fait que mes liens avec lui se sont dégradés petit à petit et mon rapport avec mon entourage aussi s'est dégradé parce que j'étais devenue un peu comme une fille qui n'avait plus peur de rien, qui était un peu devenue comme une rebelle, en colère contre elle-même, en colère contre le monde entier. Au-delà du secret révélé, comment ton corps a-t-il réagi face à cette intervention clandestine? En premier lieu, sur le champ, j'ai eu, beaucoup du mal parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Ce pourquoi j'interpelle beaucoup les jeunes femmes, les jeunes filles de ne pas surtout pratiquer ça parce que c'est dangereux pour la vie. Donc j'avais perdu beaucoup de sang et je suis même, tombée, dans les pommes parce que fatalement, j'avais presque plus de sang dans le corps et sur le champ, mon corps a réagi. J'ai été malade pendant plusieurs jours ensuite. Puis, mon corps s'est braqué psychologiquement, je me suis braquée aussi, je me suis fermée aux émotions. Je suis devenue une personne, comme je disais tout à l'heure, caractérielle, parce que je faisais un braquage émotionnel.
Puis après, les symptômes qui ont suivi, c'était, je faisais beaucoup d'hémorragie. Puis, j'ai eu des difficultés après, des douleurs que j'ai eues après sur le plan, gynécologique, qui avaient du mal avec, les relations après intimes et tout ça. Après tout, tous ces événements, dans ta vie, c'est à quel moment tu décides que cette épreuve, ne peut pas définir le reste de ta vie? Ou dirais-je, ne doit pas définir le reste de ta vie? J'ai décidé ça très rapidement, je veux dire, 1 an après ça, j'ai commencé à me dire: «Beh, de toutes les façons, je sais que, les hommes ne me verront pas, avec le respect tant que moi, je n'ai pas mon respect à moi, mon propre respect et si je veux entrer dans une relation, il faut que je fixe mes limites et mes bases» et donc je me suis dit: «Il faut que si un homme, s'approche de moi, il faut que d'abord il me propose le mariage», chose que j'ai respectée et que j'ai faite. Donc ça a redéfini, j'ai redessiné mes principes et j'ai exigé le respect et je suis allée de l'avant et j'ai eu cette capacité à rebondir parce qu'à l'époque, je veux dire, j'étais dans la fleur de l'âge et je ne me suis pas laissée abattre parce que je me dis: «Il y a des gens qui ont connu peut-être pire que moi» et au fur et à mesure, quand me suis mariée, j'ai construit ma vie et je suis allée de l'avant. Je n'ai pas regardé en arrière. Aujourd'hui, je me dis, c'est important que les femmes sachent qu'il y a des événements qui peuvent te détruire comme qui peuvent te donner de la force pour avancer. Il faudrait surtout pas être désinformé, chose qui était mon cas. J'avais pas eu de conseils, je vais dire, maternels qui me disaient: «Fais attention». J'avais pas eu de conseils aussi, familial. Aucune sœur, aucun frère ne m'avait donné des conseils sur les principes, sexuels. Je n'avais pas eu de cours, je veux dire, d'études où on m'avait conseillé. Heureusement que maintenant les choses évoluent. Mais à mon époque, c'était très, 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 très encore plus tabou qu'aujourd'hui. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec ce que je connaissais et heureusement que j'ai eu la capacité intellectuelle de pouvoir rebondir et de redéfinir mes principes en disant qu'il faut que si je veux évoluer, si je veux rencontrer encore, si je dois avoir confiance en un homme, il faudrait que ça soit dans le respect de mes valeurs. À quel moment, tu réussis à te pardonner à toi-même? Heu, pour cet acte-là, je vais dire, je me suis pas encore pardonnée, hein. Pour l'acte en question, comment ça s'est produit, je me suis pas encore pardonnée parce que, j'ai toujours cette culpabilité à me dire que c'est un acte criminel pour moi. Psychologiquement, je me dis: C'est quelque chose de grave, de faire ça. C'est décider de ôter la vie et peu importe, le niveau de grossesse, c'est ôter la vie tout court. Donc jusqu'à présent, je fais en sorte de justement de me pardonner en prévenant pour la prévention et en expliquant que c'est pas la bonne solution tout simplement, mais si on n'a vraiment pas le choix, il faut que ça soit fait de façon surveillée et contrôlée. Aujourd'hui, quand tu te regardes, dans le miroir, qui vois-tu à la place de la jeune fille effrayée d'autrefois? Je vois une femme battante, une femme courageuse, une femme qui a des ambitions, des idées, une femme qui a su s'imposer, une femme qui reste, dans l'optimisme que, les choses peuvent avancer grâce au dialogue. Je vois une femme, avec beaucoup de talent. Et si tu avais, la jeune fille que tu étais en face de toi aujourd'hui, que lui dirais-tu? Ben, je dirais à la jeune fille que c'est pas trop tard parce qu'à l'époque, elle était très désespérée, déboussolée, limite perturbée. Je lui dirais que c'est pas trop tard et qu'elle doit se faire confiance, écouter son sixième sens et de foncer. Et quel est ton message pour toutes ces jeunes filles qui te regardent et qui pensent, que la clandestinité est leur seule issue? Ben, je peux leur dire que c'est vraiment pas une pratique, bonne à faire. On doit en parler,
si vous arrive quelque chose, si vous ressentez que vous êtes enceinte, que votre choix c'est de faire l'avortement, alors vous n'êtes pas obligé de le faire de façon clandestine. Faites-le de façon, je vais dire, cadrée. Il faudrait que ça soit fait par des médecins spécialisés, par des personnes qui connaissent leur métier et que vous soyez suivis parce que c'est un acte délicat qui demande beaucoup de précautions et que on peut laisser sa vie si on joue avec ça. Et vous avez écrit un livre concernant votre vécu, concernant aussi l'IVG clandestin. Parlez-nous un peu du contenu de votre livre. Dans mon livre, je parle d'une période de ma vie entre mes 15 ans et mes 22 ans, plus ou moins. Je raconte justement la rencontre de mon copain de l'époque et je raconte une partie de ma vie, comment j'ai débarqué chez ma mère, parce qu'à l'époque, je ne vivais pas avec ma mère. Et c'est une petite autobiographie que j'ai décidé de parler d'une période précise de ma vie. Et j'appelle et j'interpelle les jeunes femmes à faire attention et je raconte l'IVG clandestin là-dedans. Et je raconte aussi comment est-ce que l'amour peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus douloureux et en même temps que c'est beau, en même temps que ça fait mal. Donc, du coup, elle doit faire attention. Et c'est un livre plutôt petite autobiographie, mais de questionnement en même temps. Parce que je ne suis pas dans l'explication, dans des obligations. Je suis plutôt dans le dialogue et dans le questionnement. Voilà. C'était un plaisir. Plaisir partagé. On espère que ton histoire va toucher des gens, c'est sûr. Il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, surtout le regard de l'entourage. Et on espère qu'à travers ton histoire, des jeunes femmes sauront quoi faire. Et puis, des parents surtout seront plus ouverts envers leurs enfants pour éviter ce genre de drame. Ça aurait pu être pire, n'est-ce pas? Exact. Exactement. Ça pouvait tourner au décès carrément. C'est vrai. Merci, Cathy. Merci à vous. Merci. Merci pour votre confiance et merci pour votre disponibilité.